Un, 2, 2, 3. 3. Bonjour à tous, je vous fais ce petit message. Si vous souhaitez soutenir le projet, soutenir le podcast et qu'on grandisse de plus en plus, je vous mets un lien en description. Je vous laisse aller le découvrir. J'en profite également pour faire un petit message à la personne qui m'accompagne dans le projet et qui est la personne un petit peu de l'ombre derrière la caméra qu'on ne voit pas. Et merci à tous ceux qui vont soutenir le projet à travers ce lien. Bienvenue à tous sur le podcast Les Fameux, le podcast où on a rendez-vous tous les dimanches à 18h. Je vais te laisser un petit peu te présenter. Bienvenue sur le podcast. Merci, donc je suis Noémie Giraud, j'ai 27 ans et j'ai la particularité d'avoir 2 activités professionnelles. Yes, présente-nous les deux. Alors, je suis ingénieure agronome de formation, donc l'essentiel de mon boulot, je travaille pour une société où je suis responsable des ventes dans l'agrofourniture, dans le Poitou-Charentes. Et il y a un peu moins d'1 an maintenant, j'ai ouvert un petit commerce au vieux village de Mison qui s'appelle Chez Huguette. Du coup, si tu veux un petit peu nous détailler ce que c'est. Oui, alors, bon, c'est un métier d'ingénieur en agriculture, voilà, donc ça, c'est un diplôme qui donne accès à beaucoup de professions, de métiers différents, on va dire. Et moi, j'ai toujours été très attirée par le commerce et par le domaine des semences. Et donc, je travaille pour un semencier, donc c'est un obtenteur de génétique. On fait de la création variétale, on crée des hybrides de maïs et tournesol. Et moi, je suis plutôt sur la fin du circuit, puisque moi, je m'occupe des ventes. Donc, en amont, il y a tous ceux qui vont créer les variétés, voilà, faire de la sélection génétique. Et nous, à la fin, on s'occupe de commercialiser les produits. Donc, si on n'y arrive pas, malheureusement, on peut avoir des fois des hybrides qui sont jamais commercialisés et qui voient jamais le jour. Donc, moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que mes collègues d'avant n'aient pas travaillé pour rien. Donc, je m'occupe de la gestion des ventes avec tous les acteurs de l'agriculture, donc toutes les coopératives et tous les négoces, sur un secteur qui est donc le Poitou-Charentes. Et je travaille sur 3 départements, Vendée, Vienne et Deux-Sèvres. Et je suis responsable des ventes. Voilà. Ok. Et pourquoi tu t'es dirigé là-dedans? Vers ça, bon, moi, je suis fille d'agriculteur. J'ai toujours beaucoup aimé l'agriculture. Donc, c'était une évidence pour moi que de faire des études dans le milieu agricole. Et ensuite, en fait, c'est au fil de mon parcours, voilà, que je me suis rendu compte que les semences, c'était vraiment un secteur d'activité qui me plaisait beaucoup par rapport à la sélection génétique. Et naturellement, moi, les ventes, ça a toujours été ce qui me passionne. Donc, voilà. Ok. Le Ça s'est climat, fait le climat là-bas, ça va? Moi, j'ai eu pire. J'ai été à Angers pendant mon école d'ingénieur, donc c'était pas mieux. Donc j'ai un petit peu récupéré du soleil, même si là, il y a eu 2 années un peu difficiles. On s'habitue à tout. Après, c'est intéressant parce que ça me permet de voir vraiment autre chose. Donc j'ai découvert de nouveaux territoires, des départements avec une agriculture qui est très différente de ce qu'on peut avoir ici, puisque sur la Vendée, typiquement, on va avoir beaucoup d'élevages et beaucoup d'élevages différents. Sur la Vienne, c'est plutôt un département qui est très céréalier. Nous, ici, en région PACA, globalement, on n'est pas du tout dans ces typologie-là, on est plutôt sur de l'arboriculture, la viticulture, du maraîchage. Bon, ça dépend des secteurs. Sur Sisteron, c'est vraiment de l'arboriculture. Si on descend un peu plus au sud, il y a pas mal de vitis. Si on va vers Carpentras, c'est beaucoup du maraîchage et aussi de l'arbo. Donc, c'est vraiment des typologies d'agriculture différentes, mais c'est intéressant de voir autre chose. Et je suis très contente, du coup, de travailler dans ce secteur par rapport à ça, parce que si j'avais pas eu cette opportunité professionnelle, j'aurais sans doute jamais travaillé là-bas. Donc, non, c'est intéressant. Après, évidemment, le climat, mais je dirais même pas que c'est forcément le climat qui me manque le plus, c'est plutôt le paysage dans sa globalité, parce que c'est une région qui est très plate, voilà, il n'y a pas de montagne, c'est pas du tout ce qu'on peut avoir ici. Et ça, je pense que c'est ce qui me manque le plus, au-delà du climat. Ok. Voilà. Merci de nous avoir détaillé tout ça. Chez Huguette, du coup, c'est un lieu chaleureux, gourmand. J'espère. J'espère. Et du coup, Noémie, elle met en avant des produits style des gaufres, des crêpes, des glaces. Voilà. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce lieu? Oui. Comment t'en es venu à créer ce lieu? Où c'est exactement? Est-ce qu'il y a une transmission un petit peu familiale, les valeurs Ouais. que tu veux représenter? Alors, je pense qu'il faut commencer sur le pourquoi de ce projet. Alors, c'était vraiment pas quelque chose de prévu. Ça, déjà, c'est quelque chose, je pense, important à dire, parce que c'était vraiment une opportunité. Donc, en fait, j'ai acheté une maison en 2024 au vieux village de Mison.
Voilà, ça c'était pour faire un achat et un investissement, pour retaper la maison. Donc j'ai acheté la maison, qui me plaisait beaucoup, qui est donc dans le centre, on va dire, du vieux village de Mison, donc en dessous du château. Et en fait, la maison était vraiment très chargée de meubles, de beaucoup de choses. Et donc, pour m'aider à la débarrasser, j'ai décidé de faire un vide-maison. Et donc, j'ai fait ça en août 2024. Donc, je prends la décision de faire un vide-maison. Donc, c'est rien d'extraordinaire. Et j'ai fait ça sur un samedi au mois d'août. Et donc, j'ai passé, du coup, la journée entière au pied de la maison à attendre que les gens viennent, etc. Ça fonctionne bien. Oui, ça a plutôt bien fonctionné, je suis contente. Mais surtout, en fait, c'est là que j'ai constaté qu'il y avait pas mal de passages dans le village. Ce que j'avais pas forcément constaté avant, parce que moi, je suis du village, mais enfin, voilà, j'ai toujours été au vieux village de Mison. Mes grands-parents habitaient au vieux village. Mon père est agriculteur au vieux village, mon oncle avec mon oncle. Par cœur toutes les rues. Je connais bien. Bon, de toute façon, il y en a pas beaucoup. Mais j'avais jamais passé la journée au pied d'une maison, quoi, à attendre. Et en fait, c'est là que j'ai constaté qu'il y avait quand même pas mal de passages, dont des touristes. Et malheureusement, rien du tout dans le village pour prendre ne serait-ce qu'un coca. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc voilà, ça, j'y ai un peu réfléchi. Puis j'ai fait une deuxième journée de ville maison parce que j'avais pas tout débarrassé. Et là, donc, même chose, j'ai vu beaucoup de monde passer. Et là, je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et en fait, le truc, c'est que cette maison, je voulais ni la louer, ni la revendre, finalement. Au départ, je voulais la restaurer et la revendre. Okay. Et puis au faire un achat-revente. Ouais, voilà, je voulais faire un achat-revente. Et puis au final, j'aime beaucoup la maison. Voilà, j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur pour la maison. Et je me suis dit, je vais ni la louer ni la revendre. Donc je me suis dit, il faut bien faire quelque chose. C'est quand même dommage de la laisser fermer tout le temps. Et je me suis dit, je vais essayer d'ouvrir quelque chose l'été sur mes congés. Je prends un gros mois de congé et je fais ça sur mi-juillet, mi-août. Et j'essaye de faire des crêpes et des glaces. Je m'étais dit, je vais faire ça. Et puis on verra bien si ça marche pas. De toute façon, j'ai pas de gros risques. Et donc voilà, donc j'ai eu l'idée en juin 2024. Et puis après, voilà, j'ai statué, j'ai dit je vais le faire, je vais essayer, et puis on verra bien. Et donc j'ai ouvert en juillet 2025. Le 2 juillet 2025, j'ai ouvert. Et voilà, l'histoire a commencé. Et donc j'ai ouvert tous les jours pendant à peu près 5 semaines. Donc j'ai pris quasiment tous mes congés d'un coup. Après, j'ai un peu plus de congés, donc il me restait des jours à dispatcher. Mais j'ai pris presque 5 semaines d'un coup et j'ai été ouverte tous les jours, donc l'été dernier. Et j'ai constaté que finalement, ça a plutôt bien fonctionné. Donc à la base, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire sur juillet-août, pas plus, parce que j'estimais qu'il n'y avait pas le potentiel pour travailler le reste de l'année. Sauf que j'ai voulu ouvrir les 2 premiers week-ends de septembre pour voilà, un petit peu continuer. Il y avait encore de belles journées au mois de septembre, donc je me suis dit, je vais essayer de voir ce que ça peut donner. Donc j'ai ouvert au mois de septembre et puis finalement au mois de septembre ça a très bien marché. Du coup j'ai dit bon je vais essayer encore le mois d'octobre, on verra. Enfin, en fait j'attendais le point de rupture quoi. Et au mois d'octobre j'ai réouvert et puis ça a encore plutôt bien marché. Du coup j'ai dit bon je vais essayer le mois de novembre et en fait comme ça j'ai fini l'année. J'ai fini jusqu'au mois de décembre. Après, j'ai un petit peu varié, c'est-à-dire que j'ai évidemment arrêté les glaces. J'ai proposé des marrons grillés, des vins chauds. Enfin, je me suis adaptée à la saison. Et puis finalement, ça a très bien marché. Je dirais même que ça a presque mieux marché de septembre à décembre que l'été dernier. Ou en tout cas, j'avais une autre population. C'est-à-dire que juillet-août, j'avais pas mal de touristes. J'avais des locaux aussi, mais j'avais pas mal de touristes. Et au mois de septembre, quand j'ai continué mes ouvertures, ouais, j'avais que des locaux. J'avais presque plus de touristes parce que bon, voilà, c'est Mison, hein, c'est pas Cannes. Mais j'avais beaucoup de locaux et c'était super intéressant. Je dirais même que j'ai encore plus apprécié parce que j'avais vraiment l'impression de rendre une utilité encore plus importante au village. Donc c'était super intéressant. Et après, donc, à partir du moment où ça marche au mois de décembre, c'est que ça marche tout le temps, quoi. Donc, j'ai fermé au mois de janvier parce que le mois de janvier, ça reste un mois un petit peu creux et il fallait un peu marquer une coupure aussi, à mon sens. Donc, je fermerai tous les ans au mois de janvier. Puis après, j'ai rouvert en février, tous les week-ends. Et puis, voilà, on est au mois de mai et bientôt l'été recommence. Du coup, les gens qui se posent la question, il y a énormément de distance entre ton rôle que tu fais la semaine bien sûr. et ce que tu viens faire, du coup, sur Mison. Du coup, comment tu réponds à cette question? Ça, je pense que c'est vraiment la question qu'on me pose le plus. Mais vraiment, c'est impressionnant. Je réponds toujours. Et donc, du coup, je vais répondre. C'est une sacrée logistique. Voilà. C'est une grosse organisation. C'est très fatigant. Mais ça se fait. Ça se fait. Je prends l'avion ou le train. Je redescends pas en voiture, évidemment. Je prends l'avion ou le train. Un coup, c'est le week-end, un coup, c'est l'avion. Ça dépend beaucoup des horaires, des tarifs, de mon organisation pour le travail, etc.
Mais j'arrive le vendredi soir, parfois le jeudi. En fait, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que moi, mon travail, c'est un travail de commercial. Donc à Poitiers, je n'ai pas de bureau, enfin je travaille de chez moi. Donc mon bureau, je le fais depuis Oui, tu mon peux bien, tu appartement. peux travailler dans le Voilà. train, tu Ah, peux je peux faire du travailler n'importe où. télétravail. Exact. Ben, en fait, j'ai que du télétravail. Moi, je suis basée en home office. Et ben, par contre, j'ai énormément Ok. de Du rendez-vous. coup, tu vas jamais sur Voilà. des lieux. Et si, beaucoup. Mais je vais sur des lieux chez des clients. Oui, mais t'as pas de siège. Non. Ok. Le siège, il est à Toulouse. Ok. Donc, j'y vais, mais voilà, j'y vais quand, là, par exemple, au mois de mai, j'ai une semaine à Toulouse, mais voilà, c'est très localisé, en fait. Donc, ce que je fais, c'est que je m'organise aussi dans mon travail pour faire en sorte, souvent, de faire beaucoup de bureaux le lundi. Après, le lundi, nous, c'est une journée, de toute façon, dans l'entreprise où on a énormément de visioconférences. Donc, ça me permet, en général, d'arriver à coupler pas mal de visio le lundi, déjà parce que, naturellement, ça se fait plus le lundi dans l'entreprise. Donc, j'arrive le vendredi soir, relativement tard, évidemment. Et, et par contre, quand je dis relativement tard, c'est 1h, 2h du matin, donc c'est quand même relativement tard. Et puis, je pars le lundi soir ou le mardi matin très tôt. Il y a des vols qui font Nantes-Marseille à 6h30 du matin, donc ça me permet d'arriver à 8h sur Nantes. Et Nantes, c'est juste à côté de la Vendée, donc je suis à La Roche-sur-Yon en une demi-heure et j'arrive à avoir mes premiers rendez-vous, facilement, on va dire. Mais c'est une grosse organisation. J'ai la chance que mon père vienne toujours me chercher à l'aéroport ou à la gare. S'il me faisait pas ça, j'y arriverais pas. Oh, merci papa. Voilà, exactement. S'il n'était pas là, clairement, j'y arriverais pas. Mais j'ai la chance d'avoir un père qui est vraiment très flexible, qui vient me chercher à Grenoble, à Marseille, à Aix, à Valence même. Donc voilà, j'y arrive, mais c'est une grosse logistique et oui, c'est quand même contraignant. Voilà. Après, quand il y a beaucoup de jours fériés comme le début du mois de mai, je fais en sorte de poser quelques jours pour rester 2 semaines et voilà, et faciliter des grosses périodes d'ouverture. Mais c'est Oui, du coup, niveau logistique, c'est assez complexe, beaucoup d'organisation, et Oui. c'est aussi parce que tu as un travail qui me permet de le faire. d'avoir cette flexibilité-là. Oui, tout à fait. Si j'étais en bureau, je pourrais pas le faire. Je pourrais pas être je pourrais pas être au bureau à Toulouse, par exemple. Et encore que, typiquement, ceux qui sont à Toulouse, ils ont tout leur vendredi où c'est que du télétravail. Là, eux, c'est du vrai télétravail le vendredi. Nous, c'est différent. Mais voilà, j'ai un métier qui me permet de le faire, qui me permet aussi d'avoir la possibilité de prendre tous mes congés quasiment l'été. Ça, c'est pas le cas dans toutes les professions. Nous, il se trouve que la période un peu creuse, c'est vraiment juillet-août. Je dirais jusqu'à mi-août, après quand même ça reprend. Mais voilà, j'ai aussi cette chance-là. Après, quand j'ai commencé chez Huguette, honnêtement, je réfléchissais pas à ça. Moi, je voyais juste l'été et puis le restant de l'année, je comptais vraiment pas ouvrir. Et finalement, ça s'est fait différemment. Donc en fait, je me suis adaptée au rythme que je me suis moi-même donné. Mais me suis pas réveillée un matin en me disant je vais me faire les allers-retours tous les week-ends. Hein. Ça s'est pas passé comme ça. Hein. Je vais rebondir Ça sur s'est deux choses. construit. Les vacances, du coup, ça veut dire qu'entre guillemets, je sais pas si on peut employer ce mot-là, non? Tu sacrifies un petit peu tes vacances. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? C'est que ça doit vraiment t'animer Oui, bien sûr. pour que tu fasses ça sur ton temps Ouais. de vacances où tu pourrais faire complètement autre chose. Et la deuxième chose, c'est pourquoi le branding et pourquoi tu as choisi le nom chez Huguette? Ok. Alors, du coup, deuxième question à laquelle je réponds le plus souvent. Donc, du coup, tu n'as plus de vacances, c'est beaucoup trop, c'est très chargé. Qu'est-ce que je réponds à ça? Je réponds qu'on n'est pas tous pareils et que moi, j'ai un besoin très important de m'investir beaucoup dans mon travail. Et donc, en fait, moi, pour moi, je sacrifie évidemment rien du tout. Pour moi, c'est des vraies vacances, même si évidemment, pour certains, on pourrait dire que je travaille. Pour moi, je le vois pas comme un travail. Sinon, non, je le vois pas du tout comme un travail, mais même mon premier travail, je le vois pas comme un travail, dans le sens où je m'épanouis énormément dans mon travail, donc c'est pas une contrainte, c'est pas quelque chose, voilà, où je me dis, oulala, c'est difficile, faut se lever ce matin, non, pas du tout. Donc, pour moi, je sacrifie rien du tout, au contraire, ça m'anime beaucoup, je suis très contente de faire ce que je fais, il y a rien qui m'y oblige, j'ai une grande satisfaction personnelle dans ce projet, ça permet de redonner de la vie au village, moi je suis très attachée à ça. Donc en fait, non, c'est une grande satisfaction et pour moi, je sacrifie rien du tout. Je suis très contente de rentrer chez moi à la maison et de faire ce que je fais, donc je sacrifie rien. Ça t'anime vraiment. Ah, mais bien sûr, sinon je le ferais pas. Et chez Huguette, pourquoi ce nom-là? Alors chez Huguette, c'était ma grand-mère, voilà, de qui j'étais assez proche, voilà, qui est décédée quand j'avais 18 ans et qui m'a tout simplement, j'allais dire, tout enseigné. Alors je voudrais pas dire que mes parents m'ont rien appris, c'est pas ce que je veux dire, mais ma grand-mère m'a vraiment transmis l'amour du commerce. C'était quelqu'un qui était très proche des gens, qui aimait beaucoup aller parler aux gens et qui aimait le commerce. Et en fait, c'est vraiment elle qui m'a donné
donné ça parce qu'elle était donc agricultrice, voilà. Elle travaillait avec son mari, avec mon grand-père et avec ses enfants par la suite. Et en fait, dès mes 12-13 ans, j'ai commencé à travailler avec elle sur les foires agricoles. On faisait des foires où on vendait les fruits de l'exploitation. Et c'est là vraiment que j'ai vraiment eu la révélation pour le commerce. Et c'est elle un petit peu qui m'a transmis ça. Donc pour moi, c'était une évidence. En plus, elle était énormément attachée au vieux village de Mison. C'était quand même une figure au vieux village. Elle y était née, son père y était né, son grand-père y était né. Donc ça fait quand même quelques générations qu'on est toujours dans le même village. Donc pour moi, c'était une évidence. Voilà, tout simplement. J'ai un petit peu évoqué, puis tu as complété, mais vraiment prenez le panel de tout ce que tu proposes chez Huguette. Oui. Voilà, énumère-nous un petit peu C'est tout ça. très simple. Comment aussi au départ tu t'es basé sur ta carte et comment tu l'as fait évoluer au fur et à mesure? Bien sûr. Donc, à la base, c'était donc l'été. Donc l'été, qu'est-ce qui fonctionne bien? Donc moi, je suis pas restauratrice. Hein. J'ai pas fait d'études dans la restauration, donc je me voyais pas me lancer dans des choses complexes. Je voulais rester sur quelque chose d'assez simple et un produit qui plaît l'été. Donc, quoi de mieux que les glaces pour satisfaire la clientèle? Donc, je me suis dit, je vais faire des glaces et des crêpes, parce que j'ai toujours aimé beaucoup les crêpes et j'avais plutôt une bonne recette de crêpes. Les crêpes, c'est assez facile à faire aussi. C'est pas une grosse logistique. Donc, je me suis dit, je vais partir sur les crêpes et les glaces. C'est ce qui se consomme le plus facilement l'été et le mieux. Boissons, c'est très réduit. C'est des coca. Enfin, voilà, c'est des boissons de ce type-là. Donc j'ai fait ça sur l'été. Ensuite, j'ai arrêté les glaces sur la partie, on va dire, un peu plus automne-hiver, parce que moins de sens. Et puis aussi parce que du coup, je suis ouvert beaucoup moins. Je suis ouvert 2 jours par semaine au maximum. Donc je ne me voyais pas faire tourner un congélateur toute la semaine pour quelques boules de glace. Donc j'ai arrêté les glaces. J'ai fait que des crêpes. Et quand je suis arrivée à la saison hivernale et que je voyais que ça fonctionnait toujours bien, j'ai dit, je vais faire du vin chaud de saison. Mon père a fait confectionner plutôt un grand brasero et donc on s'est mis à faire des marrons grillés. Voilà, ça fonctionne bien aussi. Et puis après, il voulait absolument que je me lance dans les gaufres, donc on a fait les gaufres. Mais voilà, donc ce que je vais faire, c'est vraiment l'été des glaces et des crêpes et l'hiver des gaufres et des crêpes. Voilà. Et puis vraiment sur la partie vrai hiver, on va dire, je vais faire sur quelques ouvertures, pas sur toutes, mais sur quelques ouvertures des marrons grillés. Donc voilà, en fait, j'ai cherché à rester sur des choses assez simples, parce que je suis pas du tout une professionnelle de la restauration, et qui plaît aussi au plus grand nombre. Les glaces et les crêpes, c'est plutôt quelque chose qui satisfait en général. Oui, peut-être que tu t'adaptes aussi un petit peu au retour. Oui, c'est sûr. Et en parlant de retour, ce que je vais faire, que j'ai un peu fait l'été dernier, mais pas trop parce que je peux pas tout faire non plus, c'est que je vais faire des galettes aussi, des crêpes salées. Parce qu'il y a une demande, parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose sur Mison pour se restaurer entre midi et 2. Donc les touristes, souvent, ils sont un peu démunis et on me le demande beaucoup. Donc je vais faire qu'une recette. Je vais faire des crêpes salées, mais une seule recette. Et ça, je le fais uniquement sur juillet-août. Voilà. Parce que sur juillet-août, j'ouvre de midi à tard le soir, alors que sur les week-ends, je n'ouvre pas le midi, j'ouvre plutôt à partir de 14h ou 14h30. Donc voilà. Et puis je suis ouverte que 2 jours, donc l'affluence n'est pas la même, alors que l'été, il y a quand même plus de monde. Donc on va dire que je consacre plutôt ça à l'été. Et quand c'est l'été, quand tu es en plein rush, tu es toute seule? Je suis toujours toute seule. Je suis toujours toute seule pour plein de raisons. Alors, d'abord, l'été dernier, je me lançais. Donc, je n'allais pas prendre quelqu'un alors que je ne savais pas du tout si ça allait faire un flop total ou si ça allait fonctionner. Donc, l'été dernier, j'étais toute seule, sauf, on va dire, j'ai eu un soir un coup de rush où on est venu m'aider, mais ça a été extrêmement ponctuel, ça a duré 3 heures, quoi. Et là, cet été, se pose la question, mais je resterai seule. Je resterai seule parce que déjà, j'ai un petit espace. Ma cuisine, elle est pas très grande, donc mine de rien, c'est bien beau d'avoir quelqu'un, mais il faut aussi avoir l'espace de se mouvoir. C'est pas forcément le cas chez Huguette. Et puis, pour l'instant, j'arrive à le gérer toute seule. Voilà. Je dis pas que parfois, il y a pas un peu d'attente. Mais bon, j'essaye de faire patienter au mieux. Et je préfère parce que pour l'instant, c'est vraiment un loisir pour moi. Il faut pas le voir comme un métier. Si je commence à embaucher du monde aujourd'hui, je vais rentrer dans une autre dimension. Pour l'instant, j'ai pas envie de ça. Pour l'instant, je préfère faire mon truc. Bon, voilà, parfois il y a un peu d'attente, parfois c'est un peu long. Mais bon, j'ai des clients qui sont souvent des vacanciers ou qui sont pas pressés, voilà. J'ai pas des gens qui bossent, qui sortent du boulot, voilà. J'ai pas ce profil-là, donc j'arrive à le gérer pour l'instant et ça me satisfait. Et chez Huguette, c'est chez moi. Donc voilà. Comment tu as réussi, vu que tu n'es pas de ce métier-là, à fixer un petit peu tes prix?
J'allais dire ça, c'est pas le plus compliqué. C'est facile, hein. Enfin, là, pour le coup, c'est vraiment des calculs de bénéfices, de pourcentage de bénéfices de ce qu'on veut faire. Un peu de la veille aussi concurrentielle. Donc, j'ai un petit peu regardé évidemment ce qui se faisait autour. J'ai quand même des fournisseurs qui, eux, sont des professionnels et qui savent me guider en me disant, voilà, il faut que tu te donnes une plage entre tel prix et tel prix. Et ensuite, moi, j'ai adapté ma politique commerciale à mon public aussi. Je suis pas sur la côte, je suis pas dans un lieu non plus, on va dire, extrêmement touristique avec des personnes qui ont un pouvoir d'achat extrêmement élevé. Et puis, c'était pas l'objectif de toute façon. Moi, c'est pas mon métier principal, donc j'ai pas besoin de, je dirais pas que j'ai pas besoin d'argent, mais c'est pas, l'objectif premier, c'est pas non plus de me faire de l'argent, c'est plutôt de faire vivre le village et d'apporter quelque chose. Donc, j'ai plutôt tapé sur les planches un peu plus basses pour aussi rester abordable. Moi, j'ai des clients du village qui viennent vraiment tous les jours. C'est pas des personnes qui ont des pouvoirs d'achat extraordinaires non plus. Donc, j'essaie de m'adapter à mon public et puis ça fonctionne bien comme ça. Voilà. Du coup, on a rapidement un petit peu évoqué, mais là, tu vas attaquer ta deuxième saison. Oui. Est-ce que tu as dû sûrement travailler un petit peu sur ta vision court, moyen, long terme? Oui. Comment tu vois un petit peu évoluer chez Huguette? Alors, j'attends beaucoup de cet été. Je pense qu'à la fin de l'année, l'année dernière, c'était vraiment une première année. J'ai commencé au mois de juillet, donc j'ai fait un bilan, mais c'était un tout premier bilan. Bon, voilà. Là, cette année, j'aurais fait une année complète. J'aurais pu voir aussi un petit peu l'évolution. Voilà. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça diminue? Moi, je suis assez inquiète quand même de la conjoncture globale. Voilà. On n'est pas dans des temps faciles. On a une grosse crise financière quand même. Donc, je me laisse l'année et j'attends de voir un petit peu à la fin de l'année qu'est-ce que ça aura donné pour pouvoir me projeter sur, on va dire, les 5 ans à suivre. J'ai des projets, j'ai des idées, mais pour l'instant, je veux pas faire de surinvestissement parce que je suis quand même inquiète de la conjoncture au niveau global. J'attends de l'été de voir un petit peu comment ça va se comporter. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de touristes? Est-ce que les gens vont continuer à consommer autant? Je suis quand même un petit peu inquiète sur ce volet-là. Donc, j'attends de voir. Et à la fin de l'année, je prendrai des décisions sur du moyen terme. Voilà. Mais j'ai aussi besoin de me réadapter moi-même parce que aujourd'hui, je travaille loin. Voilà. Est-ce que je continue dans cette dynamique-là? Bon, je ne ferai pas ma vie dans le Poitou-Charentes, hein, ça c'est absolument certain. Mon objectif, c'est de revenir dans la région, mais je ne sais pas avec quel pas de temps. J'ai besoin de trouver une opportunité professionnelle qui me corresponde dans la région pour déménager. Te faire muter ou Voilà. J'ai besoin de ça. Dans mon entreprise, ça serait assez compliqué parce que nous, on est un semencier de maïs et tournesol. Bon, le maïs et le tournesol, c'est quand même pas les deux cultures principales de la région PACA, hein. On est plutôt sur de la vitie et de l'arbo. Surtout que le maïs, on en enlève de plus en plus. Alors ça, c'est un autre débat. On va pas en parler aujourd'hui parce que ce serait très long. Mais disons que, bon, en dehors de ça, de toute façon, la région n'est pas une région céréalière. On n'est pas sur une région de maïs et tournesol. Donc, c'est compliqué dans mon entreprise. Donc, à voir, est-ce que je fais le choix de rester et de poursuivre? Est-ce que je regarde pas d'autres opportunités qui pourraient me convenir tout autant dans la région? Voilà, j'ai pas mal de choses à mettre à réadapter avant de me projeter sur une deuxième étape ou une troisième étape chez Huguette. Sachant que chez Huguette, moi aujourd'hui, de toute façon, même quand j'y réfléchis, ça restera toujours une activité secondaire de loisir. J'ai vraiment pas le souhait pour l'instant que ça devienne mon activité principale. Je pense aussi que de toute façon, il n'y a pas le potentiel pour être ouvert en semaine. Ça me paraît beaucoup trop complexe. En tout cas, pas dans l'état actuel. Pas comme je le fais aujourd'hui. Il faudrait une salle de restauration, en fait, il faudrait autre chose. Et là, on rentre dans une autre dimension, voilà. Et tout ça aujourd'hui, c'est vraiment très très loin. C'est pas du moyen terme. Voilà. Ou alors il faudrait qu'il se passe je ne sais quoi, mais pour l'instant ça ne s'est pas passé. Donc voilà, chaque chose en son temps. Il faut déjà que je me réadapte parce que ça reste très lourd les trajets que je fais. Là, ça fait à peine un an que je le fais, donc c'est encore assez récent. Il faut quand même le faire, mais voilà, je vais pas tenir comme ça 10 ans, hein, ni même 5. Et puis, en dehors de ce qui me concerne directement, c'est une grosse logistique aussi pour mon père. Et j'ai pas le souhait de continuer à lui faire des allers-retours comme ça incessants. Ça reste fatigant. Ça n'implique pas que moi. Et voilà, j'ai besoin de me réorganiser pour voir un petit peu ce que je peux faire dans un second temps. À quel moment tu t'es dit, ok, là, ça marche? Alors, je suis passée par beaucoup d'étapes. En réalité, l'été dernier, typiquement, donc si on reprend depuis le début, l'été dernier, donc j'ai ouvert le 2 juillet, jusqu'au 15, ça a extrêmement bien marché, mais vraiment très bien. À tel point que je me suis dit, mais tu vas jamais tenir toute seule, parce que j'étais ouverte tous les jours quand même. J'étais ouverte tous les jours, et puis derrière, moi je reprenais le boulot direct, hein, j'avais 0 jour de congé.
Donc je me suis dit, tu vas être claqué, c'est pas possible, enfin, ça va pas le faire. Tu vas pas tenir, ça marche trop bien. Donc les 15 premiers jours, j'ai dit, là, vraiment, ça fonctionne. Et puis la deuxième quinzaine de juillet, il y a eu un climat qui était moins adapté, on va dire. Il a fait plus froid, il a un peu plu, il y avait beaucoup de vent. Donc j'ai eu une chute de l'affluence. Donc là, je me suis dit, ça marche pas, ça a bien marché les 15 premiers jours, mais tu vois, c'était une erreur. Enfin, je suis vraiment passée par des hauts et des bas. Et donc, Tu stressais un petit peu? non, je stressais pas. Non, j'ai jamais stressé parce que c'est pas mon tempérament déjà. Et puis, quelque part, j'avais de toute façon rien à perdre. Enfin, c'était pas Oui, mais grave. il faut remettre en contexte parce que tu es quand même très jeune. Oui, Tu te lances dans l'entrepreneuriat. oui, Tu c'est sûr. es à distance. Donc, Oui, mais ça aurait été normal aussi, mais même peut-être d'avoir du bon stress, tu vois, le côté adrénaline, ce genre de ouais. choses. Là, c'était plus mon sentiment, c'était pas du stress, mais c'était plus en fait, ça va marcher. À un moment donné, je me suis dit ça. Alors que je ne me l'étais jamais dit. En fait, je suis quelqu'un qui, je dirais pas qui se pose pas de questions parce que je réfléchis à ce que je fais. Je fais pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais quand j'ai une idée et que j'y pense et que je me dis bon, que j'analyse simplement les risques, voilà, je fonce. Je vais pas réfléchir, me tordre les esprits, me dire ah, mais oui, mais là, mais si. Non. Je me dis bon, le risque financier, il est celui-là. Est-ce que tu es prête à le prendre? C'est oui ou c'est non. Quels sont tes autres risques? Bon, il n'y en a pas vraiment. Ou tu estimes que bon, c'est pas des gros risques. À un moment donné, si tu prends pas de risque aussi, il t'arrivera rien, n'est-ce pas? Donc, je le fais. Et là, c'est juste, je me suis dit, ça l'a pas fait. À un moment donné, je me suis dit ça. À un moment donné, je me suis dit ça l'été dernier. Puis bon, en fait, c'était juste un passage à creux à cause du temps, de la météo. Et puis bon, il y a des jours avec et des jours sans aussi. Puis à la fin de l'été, au final, à la fin de l'été, ça avait marché. À la fin de l'été, je me suis dit, tu vois, quand j'ai fait le bilan, je me dis, bon, c'est bon, ça a fonctionné. Mais là où je me suis vraiment rendu compte que ça fonctionnait, c'est quand j'ai continué mes ouvertures sur le reste de l'année, septembre, octobre et tout. Parce que là, pour le coup, j'étais quasiment sûre que ça n'allait pas marcher. Je me suis dit, il y aura plus personne, il y aura plus de touristes, c'est plus la bonne saison, j'ai pas d'intérieur, donc ça va pas le faire. Et finalement, c'est là que je me suis dit que ça marchait vraiment. C'est quand l'été a passé, que le climat était là, que tout était là, et qu'il n'y avait plus tout ça, ou plus trop, et que ça a continué à fonctionner. Là, je me suis dit que ça marchait. Que je me suis dit qu'il y avait un marché pour le coup, qu'il y avait un besoin, et que ça pouvait marcher toute l'année. C'est là que je me suis dit ça. Du coup, ça a continué de bien se dérouler sur Oui, septembre-octobre, avec une population bien plus locale. oui, local, à Comment 100%. tu communiques? Alors ça, c'est aussi un enjeu parce que comme je suis pas ouverte tout le temps, et même à cette époque-là, j'étais même pas ouverte tous les week-ends, j'étais à peu près ouverte 2 week-ends par mois, en septembre, octobre et novembre. Donc il fallait le communiquer. Alors comment je communique? Je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Les réseaux, on dirait pas comme ça, mais pour le coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dès le début. Même avant mon ouverture, j'avais lancé mes pages Facebook et Instagram pour préparer un petit peu les gens à ce que j'allais faire. Et ça, c'est vraiment un très très bon outil pour le coup. Donc, je dirais que ça a été les réseaux sociaux dans un premier temps. Et après, en réalité, quand les clients venaient, j'affichais toujours mes ouvertures, mes prochaines ouvertures. Et donc, en fait, après, c'est du bouche à oreille beaucoup. Et sur mon volet, évidemment, je mets toujours les horaires et les dates d'ouverture. Mais bon, c'est pas le passage du vieux village quand même, je pense, qui me permettait le plus de répandre mes dates d'ouverture. Mais je dirais en premier vraiment les réseaux sociaux. Et en second, le bouche à oreille des clients qui venaient et je communiquais très bien à chaque fois mes prochaines ouvertures. Mais donc là, il y avait un gros enjeu d'organisation aussi parce que il fallait savoir à peu près 2 mois à l'avance quand est-ce que j'allais ouvrir. Donc il fallait que je gère mon boulot, mes transports. Ça, c'est pas facile. Ça, Et c'était pas comment ça se facile. passe avec... tu as dû investir un petit peu du matériel Oui, avec les fournisseurs. Comment oui. tu gères tout ça? Alors j'ai tout fait sur le mois de mai-juin dernier. C'était très très chargé mai-juin dernier parce qu'en plus, en fait, la maison, je l'ai toute retapée. Moi, quand je l'ai achetée, il y avait tout à refaire. Ok. Et les travaux, là on est quelque chose comme le 15 mai, ils avaient à peine commencé l'année dernière et j'ouvrais le 2 juillet. Donc ça a été... d'abord, j'ai commencé par faire des formations, parce qu'il faut faire des formations obligatoires. Quand on ouvre un commerce de restauration, il y a des formations sur l'hygiène qui sont obligatoires. Donc j'ai fait ces formations dans un endroit spécialisé, où j'ai pu rencontrer aussi des vrais professionnels de la restauration, qui m'ont quand même un petit peu aiguillée. Et puis ensuite, j'avais repéré des glaciers, des artisans glaciers qui m'intéressaient. J'ai téléphoné, ils m'ont renvoyé vers leurs propres fournisseurs. Ça se fait comme ça, hein. On a tous autour de soi, en réalité, des gens qui travaillent dans la restauration et qui disent, bon ben voilà, pour ta cuisine, tu vas à tel endroit. Ah ben, Ça s'est fait assez facilement. oui,
En réalité, c'était pas trop très compliqué. Ce qui était plus compliqué pour moi, c'était de gérer les rendez-vous parce que je travaillais, bah, j'étais pas là. Donc il fallait, quand j'avais un jour off, il fallait que j'arrive à tout faire la même journée. Donc c'était plutôt ça qui était compliqué. Mais les contacts, c'est pas si compliqué que ça. Tu nous parlais des réseaux, du coup, à quelle fréquence tu essaies de communiquer Ouais. et tout le travail aussi qu'il y a derrière. Alors, il y a eu 2 étapes. Il y a eu l'étape, vraiment lancement de ma page Facebook et Instagram qui s'est fait, au mois de mai dernier de l'année dernière, pardon. J'avais ouvert le 18 mai, ça fait bientôt 1 an que j'ai lancé, mes pages chez Huguette. Donc au début, je communiquais pas mal pour vraiment lancer la machine. À peu près 5 publications par semaine, ce qui est beaucoup. Et on va dire que depuis le mois de juillet dernier, non août plutôt, j'ai réduit à 2-3 par semaine parce que c'est suffisant. Mais par contre, je maintiens un rythme Oui, tu es quand même tout le temps. très régulière Oui, et beaucoup de tout le temps. fréquence. Ah oui, oui, ah oui, c'est obligatoire. Et ensuite, bon, bah, ça se travaille, c'est un vrai travail. Enfin, c'est un énorme boulot en réalité qu'il y a derrière. Surtout que sur mes premiers mois, on va dire de mai, j'ai ouvert ma page le 18 mai, j'ai ouvert le 2 juillet. Du 18 mai au 2 juillet, j'avais un vrai programme de communication qui était travaillé à l'avance, où je savais, j'avais un fil conducteur avec, bon, voilà, l'objectif c'était un peu de raconter une histoire aux gens. Donc c'était très travaillé, c'était pas comme ça, hein, c'était extrêmement travaillé. Donc il y avait aussi une gestion du contenu où faut faire des photos, filmer et tout quand j'étais sur Mission en ce jour. Enfin, c'est c'est une grosse logistique. Et c'est un vrai travail. Moi, j'ai passé des week-ends entiers à travailler uniquement sur mon plan de communication. Ça prend énormément de temps. Ouais, ça prend du temps. Maintenant, comme je suis à 2-3 par semaine, c'est plus facile. Ça se fait plus facilement, mais ça s'anticipe quand même un petit peu. Et il y a des semaines Oui, j'ai puis pas, après, tu gagnes en expérience. où je gagne en expérience. Mais en réalité, je m'en rends compte parce que là, typiquement, en ce moment, je dirais pas que je travaille moins ma communication. Je fais toujours mes communications mensuelles, mais enfin hebdomadaires, pardon, mais c'est moins réfléchi et ça me va pas trop. Je le sens. Je vois que c'est pas. Il y a moins ce fil conducteur. Et là, typiquement, il faut que je me pose parce que j'ai pas mal de choses à publier, parce que j'ai des histoires entre guillemets à raconter. Et je vais essayer de revenir sur quelque chose d'un peu plus. Qui ait un peu plus de sens. Donc voilà, typiquement au mois de janvier, j'étais fermée. J'ai maintenu quand même 2 publications par semaine, mais c'était moins facile. Bon voilà, il faut y passer du temps. La communication, il faut y passer du temps parce que c'est un vrai outil, mais ça prend du temps. Et puis ce qui marche bien aussi, c'est les vidéos. Mais les vidéos, c'est du boulot, hein. C'est encore plus de boulot que même une photo en réalité, c'est du travail parce que déjà, il faut avoir la personne pour la faire. Il faut pas faire une photo pour faire une photo. Il faut que la photo elle ait du sens. Il faut raconter quelque chose. Voilà, c'est pas facile de raconter quelque chose 3 fois par semaine. Donc bon, il faut le faire, mais ce qui prend le plus de temps, c'est une vidéo. Quand il faut faire des vidéos, j'essaye souvent de faire des sortes de, j'allais dire de mini-interviews, quoi, des mini, je réponds à un format, je réponds à quelques questions. Ben, en réalité, il faut trouver les bonnes questions, il faut bien jouer aussi. Puis Avoir la après, il faut bonne énergie. sélectionner. Voilà, il faut sélectionner, c'est c'est du travail. Est-ce que tu arriverais à nous détailler l'ambiance que tu souhaites décrire chez Huguette en 3 mots? Alors, le premier qui me vient, c'est convivialité. Ça, c'est certain. Moi, je cherche à ce qu'il y ait un esprit de village. Qu'on retrouve vraiment, qu'on redonne l'esprit du vieux village de Mison par chez Huguette. Donc, je dirais convivialité, simplicité, bien sûr, parce que on n'est pas là pour... voilà, on se prend pas la tête, hein, c'est pas, il n'y a pas de fierté, il y a pas de... On est tous au même niveau, donc convivialité, simplicité. Voilà, si je dis que c'est chaleureux, ça revient un petit peu au même, mais voilà, ça serait les 3 mots. Et toi, à titre perso, Oui. si tu devais te décrire en 3 mots? Alors, je dirais dynamique, ça c'est sûr. Passionné. Dynamique, passionné et ouais, ça revient un peu sur soi-même, mais je dirais motivé. C'est ce qu'on me demande quand je fais les entretiens, c'est dynamique et motivé. Ça, c'est sûr. Revenons un peu sur ta carte. Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que pour ceux qui nous écoutent, qui sont jamais encore allés chez Huguette, même si on vous invite à y aller, est-ce que tu essayes d'avoir quand même une carte assez restreinte? Tu essayes d'élargir un petit peu les parfums, les goûts? Comment tu t'adaptes par rapport à ça? Alors, l'année dernière, j'ai toujours d'ailleurs 24 parfums de glace. Donc, c'est une grosse carte quand même. Mm. Et je tiens à avoir cet éventail parce que comme je fais quasiment que ça, les gens, ils vont pas venir pour une boule de vanille, une boule de chocolat, quoi. Il faut qu'il y ait... Moi, je tenais à ce qu'il y ait quand même
une offre assez importante au niveau des parfums, avec des parfums originaux. Par exemple, originaux, ça dépend ce qu'on appelle original, mais pour les touristes, c'est très original. J'ai Argousier, par exemple. Argousier, il y en a plein qui savent même pas ce que c'est. Mais c'est pas commun. Voilà, Génépi, Chartreuse, Lavande. Bon, voilà, Lavande, c'est un peu incontournable. Mais voilà, j'ai des parfums, voilà, j'ai beaucoup de parfums et je tiens à avoir cette diversité parce que c'est ce qui fait revenir les gens. Et typiquement, ce que j'ai fait l'été dernier et que je refais cette année, c'est que je fais une glace chaque semaine qui diffère, en essayant de mettre des parfums originaux pour que mes clients qui viennent les jours, parce qu'il y en a, ils aient quand même une petite différence chaque semaine et qu'il y ait un petit peu du suspense ou voilà, quelque chose sur quel sera le prochain parfum de la semaine. L'année dernière, typiquement, sur les glaces de la semaine, j'ai essayé des choses très originales. Et en fait, que ça marche ou que ça marche pas, c'était pas le problème. Moi, ce que je voulais, c'était apporter de l'originalité. Et donc, typiquement, j'ai eu menthe pastille. Alors, je sais pas si tu connais menthe pastille. Tu sais ce que c'est, menthe pastille? J'ai jamais eu l'occasion de goûter. Menthe pastille, c'est... Alors ça, en plus, c'était un petit hommage à ma région d'accueil de travail. La menthe pastille, c'est un alcool angevin. C'est de la menthe poivrée. Et c'est très, 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 très bon. Et pendant mon école d'ingénieur à Angers, la menthe pastille, c'était vraiment... c'était super. Et donc, en fait, il se trouve qu'il y a une glace à la menthe pastille. Donc, je dis, je peux pas ne pas faire la glace à la menthe pastille. Donc, du coup, aussi, ça m'a permis de raconter un peu aux gens qu'est-ce que c'était la menthe pastille. Parce qu'en fait, les gens ne savent pas ce que c'est ici, la menthe pastille. C'est quelque chose qui est très connu sur tout l'ouest de la France, mais malheureusement, c'est pas arrivé dans le sud-est. Et pourtant, c'est très bon. Donc, j'ai fait la glace à menthe pastille. Et puis après, j'ai eu, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu cacahuète, j'ai eu limoncello mascarpone, j'ai eu morito, j'ai eu tomate basilic. Ça, c'est celle qui a le moins plu. Mais c'est pas grave, l'idée, c'était d'essayer des choses. Donc, ça, c'était un petit peu ce qui différait. Oui, parce que chaque semaine, il faut en trouver des parfums. Oui, mais bon, ça va, j'avais jamais que 6 semaines ou 7 semaines, donc voilà. Et il a fallu faire des choix parce qu'il y avait plein de choses assez originales en réalité. Donc ça, c'était l'année dernière. Et cette année, j'ai essayé d'un petit peu quand même étoffer ma carte pour aussi rapporter du renouveau. Donc typiquement cette année, au niveau des glaces, je fais toujours mes 24 parfums. J'ai changé quelques parfums parce que j'ai des parfums qui n'ont pas marché l'année dernière. Poire pomme, malheureusement, et pourtant dans la région, ça ne marche pas. Donc, j'ai fait un sondage sur les réseaux sociaux d'ailleurs, et où j'ai demandé tout simplement l'avis à mes clients, et donc j'ai introduit myrtille et fruits de la passion. Voilà. Donc ça, c'est mes 2 parfums nouveaux par rapport à l'année dernière. Je garde le concept de la glace de la semaine. Donc là, en ce moment, j'ai la cerise, par exemple. Le prochain, je ne sais pas ce que ce sera, mais j'ai des parfums très originaux en tête. Et ce que je fais de plus, c'est que j'essaye un petit peu cette année d'un peu plus travailler la glace. Donc, je fais pas juste une boule, 2 boules, 3 boules. Je fais par exemple des affogatos. Tu sais ce que c'est? Détaille-nous un petit peu pour les gens qui ne savent pas ce que Donc c'est. l'affogato, c'est quelque chose de connu, j'ai rien inventé pour le coup. C'est italien et c'est tout simplement une boule de vanille ou d'autres parfums, mais il faut rester quand même sur des choses assez classiques, sur laquelle on vient verser un espresso chaud. Et ça fait un mélange chaud-froid assez particulier et pour ceux qui sont fans du café, c'est très bon. Donc je fais des affogatos. Ça va très bien le mélange. Voilà, donc je fais des affogatos. Je fais aussi des compositions que je faisais pas l'année dernière. Donc j'ai fait typiquement cette année la glace provençale où je mélange nougat, lavande, pêche de vigne et après je mets de la chantilly, je mets du coulis de fraise, je mets des amandes effilées. Enfin, On est sur quelque chose de gourmand. Là. Exactement. Je fais des compositions que je faisais pas l'année dernière et j'ai aussi quelques glaces à l'italienne. Donc voilà. Ok. Là, vu que tu as réussi à faire un bilan complet, mis à part peut-être vanille, chocolat, les basiques, c'est quoi qui fonctionne le mieux? Un parfum? Alors l'année dernière, ce qui a le plus marché, et donc c'est pas du tout vanille, chocolat, hein, c'est plutôt lavande, numéro 1. Pêche de vigne, et après je sais plus, mais c'était Génépi ou Chartreuse. Finalement, c'était plutôt des parfums locaux. Moi, je vends très peu de chocolat, et typiquement. Là, j'ai commencé les glaces il y a quelques jours. J'ai pas vendu une boule de chocolat. Hein. Par contre, j'ai vendu beaucoup de lavande. Ok. Voilà. Est-ce que tu veux aussi nous détailler qu'est-ce que tu proposes au niveau des gaufres parce que tu t'y es mis, Oui. au niveau des crêpes, pareil, est-ce que tu essayes de varier, sur quoi tu te bases, peut-être des crêpes un peu plus gourmandes, un peu plus raffinées, si tu veux nous détailler un petit peu ton offre. Bien sûr. Alors, je suis restée assez simple pour l'instant. Pour les gaufres et les crêpes, j'ai des parfums classiques. J'ai introduit quelques garnitures nouvelles au mois de février, comme caramel beurre salé. J'ai trouvé un très bon fournisseur à Oraison qui fait du très bon caramel beurre salé. C'est bon ça en plus. Ouais, non, mais surtout quand il est bien fait. Donc, j'ai introduit quelques garnitures, mais je suis restée pour l'instant assez simple. Parce que je suis sur de la vente uniquement à emporter, je peux pas faire asseoir les gens, donc c'est un peu difficile d'aller sur quelque chose de sophistiqué. Moi, je pense beaucoup à faire typiquement des gaufres avec des boules de glace dessus, avec voilà des garnitures, brisure de coco, chantilly, etc. Mais j'ai un petit souci, c'est quand même le côté pratique pour le client.
Je vois mal, en fait, le client avec sa grosse gaufre, sa boule de glace dessus, la chantilly, tout ça, dans la rue, le pauvre, avec une pauvre assiette en carton. Ça soit pas. Ouais, ou alors il s'assoit sur un muret de la maison d'en face. C'est un peu complexe. Donc pour l'instant, je suis restée très classique sur les crêpes et les glaces parce que j'ai difficilement la possibilité de faire en sorte que le client soit bien pour consommer. Donc je reste sur des garnitures simples, mais de bonnes garnitures. Ok. Et tout ce qui est vin chaud, ce genre de choses, Oui. pareil. Qu'est-ce que tu proposes avec un petit peu aussi ta vision de comment tu veux faire un petit peu évoluer les choses sur les mois de septembre, octobre, novembre. Alors, c'est difficile parce que si tu veux, moi, j'allais te dire, j'ai adapté ma carte au fur et à mesure du temps qui s'est passé. J'avais pas prévu avant de faire du vin chaud. Le vin chaud, ben voilà, très simple. À partir du moment où il fait froid, tu fais du vin chaud, ça marche bien. Bon, voilà. Je vais pas le faire évoluer, tu vois. Enfin, j'ai pas d'idée plus que ça pour améliorer les choses. Et comment je vois les mois à venir, ça dépend beaucoup aussi de ce que je vais pouvoir faire. Moi, j'aimerais bien cet été faire des soirées un peu différentes que ce que j'ai pu faire l'année dernière. Donc, je pensais à des soirées grillades, mais il me faut aussi la possibilité de fermer la rue. C'est une logistique. Donc, à moi de voir aussi ce que j'ai la possibilité de faire. En fait, voilà, ça va dépendre beaucoup de ce que je peux faire et de ce que je peux pas faire parce que à part, tu vois, les glaces où j'ai réussi, enfin, sans grande difficulté d'ailleurs, mais où j'ai réussi à un petit peu innover et faire des choses différentes, sur les crêpes, dans l'état actuel, je pourrais changer de garniture. J'ai quand même des idées, mais je vais pas le révéler là, parce que ce serait dommage, je veux pas spoiler ce que je vais faire à mes clients. J'ai des idées. Tu nous as dit que tu voulais venir sur des crêpes salées. Oui, ça c'est sûr. Oui, ça je commence à le dire. Donc je peux me permettre de le dire. Donc ça, je vais le faire. Mais j'ai des petites idées, mais que je laisse voilà, mûrir. Et j'ai besoin en fait d'avoir une histoire à raconter. Donc voilà, tu vois, ça va venir au fil du temps. Mais j'ai des idées. Pour avoir tes idées, comment tu te nourris? C'est vraiment toi, ton impression, les retours? Est-ce que aussi tu essayes de demander à tes proches? Est-ce Mhm. que tu goûtes tes parfums? Oui, bien sûr. Voilà, comment tu expérimentes un petit peu tout ça? Alors, déjà, je dirais la première réponse pour avoir des idées un peu différentes ou essayer de faire quelque chose de différent. En fait, je m'inspire énormément de tout ce que je peux voir autour de moi. Et dans notre métier, j'ai la chance de bouger beaucoup, beaucoup, de rencontrer énormément de monde. Enfin, c'est un métier de commercial. Je fais presque 2 000 kilomètres par semaine. Je rencontre beaucoup de personnes et je vais aussi au restaurant tous les midis. Enfin, c'est un métier de commercial, quoi. Et en fait, j'arrive vraiment à me nourrir de mon expérience professionnelle qui n'a rien à voir, hein, pour trouver mes idées. Parce que je vois beaucoup de choses, tout le temps. Et du coup, ça me donne des idées. C'est vraiment comme ça, je dirais, que j'arrive le plus à m'inspirer. Et ensuite, évidemment, je goûte mes parfums. Alors, j'ai un très bon testeur qui est mon père, voilà. Parce que moi, je suis pas fan des glaces. J'aime pas les glaces en réalité. Donc, je fais des soirées où j'invite quelques personnes, voilà, des clients très fidèles, des gens qui sont des gens de ma famille, et mon père évidemment, et je fais goûter. Voilà. Là, par exemple, il y a quelques jours, avant mon ouverture, j'ai fait tester toutes les compositions que j'avais réfléchies, et voilà, je teste les réactions. Donc voilà, c'est même pas sur moi parce que ça pourrait être, c'est trop limité de se regarder uniquement soi. C'est intéressant. Ouais, c'est trop limité. Et puis en plus, moi, je suis pas fan des glaces, honnêtement. Hein, j'aime pas ça, donc bon, je suis pas un bon public pour le coup. Mais je prends quelques personnes. J'ai toujours, quand je fais mes tests comme ça, j'ai 3-4 personnes autour de moi, de tout âge, d'âges différents, et je fais tester. Je dis même pas ce qu'il y a dans la coupe et je le fais goûter. Et voilà. Et je fais mes assemblages avant, je réfléchis, j'essaye de trouver des choses assez cohérentes, avec des garnitures aussi, et puis je fais tester. Voilà. Quand tu t'es lancé, et au fur et à mesure, c'est quoi les erreurs que tu as pu faire et si tu souhaites nous les partager? Alors, je réfléchis. Alors, quelle erreur j'ai pu faire? Bon, et ce qu'il faut se dire, ouais, c'est compliqué, mais on apprend en marchant. Mais avant mon ouverture, donc j'ai fait d'énormes travaux. J'ai fait d'énormes travaux dans la maison. Je dirais pas que enfin, la première chose qui me vient en tête quand tu me poses ta question, c'est plutôt des erreurs que j'ai fait sur mes travaux, en fait. Voilà, j'ai parfois pas été assez présente sur le suivi du chantier. Bon, après, c'était compliqué dans la gestion.
Mais voilà, là, j'ai passé des moments compliqués où ça a été super difficile parce qu'il fallait faire tenir les délais aux artisans. C'était d'une complexité énorme. Je dirais que là, j'ai pas été assez présente parfois. J'ai pas eu l'œil assez fin. Je suis pas une professionnelle du bâtiment, donc forcément, il y a des choses que j'ai pas vues ou je me suis rendu compte après que les évidences pour moi n'en étaient pas si je les disais pas, tout simplement. Donc là-dessus, j'ai poursuivi les travaux de ma maison. Bon, là, c'est à titre personnel. Mais là, je refais pas les mêmes erreurs que j'ai fait par le passé, typiquement. Là, je me suis fait avoir une fois, je me fais pas avoir deux. Donc là-dessus, je dirais, pour tous ceux qui, quand ils commencent un projet et qui passent par des phases aussi de travaux, il faut vraiment penser à tout. Il faut être présent, il faut faire attention aussi sur toute la partie financière. Il faut pas se faire avoir, il faut bien faire attention à ce qui est stipulé dans les devis. Il faut pas faire l'erreur de lire la ligne du bas. Quand on regarde un devis, qu'on a demandé tout ce qu'on voulait, et qu'on regarde juste le total, non, faut pas faire ça. Il faut regarder toutes les lignes et s'assurer que tout a bien été mis, parce que parfois, il y a des choses qui ne sont pas mises et qui deviennent des rajouts, mais qui n'étaient pas des rajouts, parce que c'était bien demandé à la base. Donc, il y a des choses comme ça où il faut vraiment être vigilant. Là, je dirais que là-dessus, il faut faire attention. Ensuite, sur mon activité, qu'est-ce que j'ai pu faire comme erreur? Il y a des points d'amélioration, je dirais plutôt. Sur ma communication, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux, c'est sûr. Mais il n'y a pas un moment où je me suis dit, là, t'aurais pas dû faire ça. Non, je pense pas, honnêtement. Plus sur la partie vraiment en amont ou dans la gestion, mais c'est une partie très importante, hein, parce que financièrement, ça a des coûts. Donc là, pour le coup, il y a vraiment des choses à affiner quand on se lance dans un projet. Être plus présent, être très vigilant, parce que ça peut coûter vite très cher en plus. Donc je dirais que c'est ça. Ensuite, de toute façon, si j'ai fait des petites erreurs, en fait, elles n'ont pas eu vraiment de conséquences, notamment financières. Ça m'aura peut-être j'aurais peut-être plus communiquer, plus faire ci, plus faire ça. J'aurais gagné un peu plus, mais j'aurais pas perdu. Enfin voilà, j'ai pas perdu. Enfin, le risque n'a pas été le même. Donc je dirais, voilà ce que je dirais. Au niveau de la planche horaire, du coup, Oui. c'est quoi les horaires que tu proposes? Alors, ça, il faut les trouver ces horaires. Ça, c'est pas facile la première année. Donc, l'année dernière, j'ai tout essayé. J'ai essayé d'ouvrir le matin à 10 heures. J'ai essayé de faire des horaires différents le week-end et la semaine. Bon, le matin, globalement, c'est très réduit. C'est vraiment très réduit. Donc, ce que je vais faire comme horaire cet été, ça sera du midi, parce qu'il y a toujours du monde à midi. Midi et le soir. Donc, je mets un horaire de fin. Donc, en général, c'est 22 heures. Mais en réalité, je mets dehors personne. Et c'est plutôt extinction des éclairages, en fait, qui fait partir les gens. Donc, en réalité, c'est plutôt midi, minuit. Voilà. Je suis partie l'année dernière en moyenne vers 1h30 du matin tous les soirs. Donc c'est relativement tard. Parce que les gens ils viennent beaucoup sur la soirée, parce qu'il fait moins chaud, parce que les gens ont fini de travailler. C'est hyper convivial le soir. Donc j'ai beaucoup de monde le soir, qui viennent même après manger pour déguster une glace. Voilà, des gens qui sont sur la commune de Mison. Mais c'est à partir de midi. Voilà. Est-ce que tu Midi. essaies de travailler un petit peu avec la commune? Comment? Je sais pas, déposant des flyers, en essayant que eux retranscrivent le Ouais. nom chez Huguette, ce genre de choses. Alors, ils m'ont fait un bel article dans le Misonnet. Donc, ils font un Misonnet par an, ou deux. Donc, ils ont fait un article, évidemment. Maintenant, sur le reste, oui, je pense, ils ont plutôt été, ils ont été très contents d'abord de mon projet. J'avais fait une inauguration où le maire était venu, il avait fait un beau discours aussi. Donc, j'ai pas du tout eu de frein vis-à-vis de la mairie. Au contraire, ils sont plutôt très contents du projet parce que ça redonne de la vie au village et c'est très important. Il y avait plus de commerce depuis les années 80 dans le village. Si je ne compte pas le restaurant que je devrais compter quand même. Et le restaurant, il y avait un restaurant qui a dû fermer il y a 15 ans à peu près. Donc voilà, ça faisait au moins 15 ans qu'il n'y avait vraiment plus rien dans le village. Donc forcément, ça a été plutôt bien reçu. Ils m'ont fait un bel article dans le Misonnet. Pour le reste, je me suis débrouillée. Voilà. Et j'ai fait beaucoup par moi-même avec les réseaux. Bon, j'ai mis une grande affiche au rond-point de la sortie de Mison-les-Armands. Et ça a fait naturellement beaucoup de publicité. Et puis j'ai fait des affiches ensuite, évidemment, que j'ai mis dans les commerces, à la mairie aussi. Mais voilà. Ça serait quoi les plus grands aspects de communication sur lesquels tu pourrais t'améliorer s'il y a à s'améliorer? Parce qu'il y a Oui. beaucoup de gens qui peut-être vont nous écouter et qui souhaitent se lancer, Oui, souhaitent communiquer sur leur entreprise, sur leurs produits, sur leurs services. oui.
Qu'est-ce que toi, tu pourrais, avec ton retour d'expérience, leur apporter? Alors, je dirais qu'il faut être très régulier, bien sûr, surtout au début quand on se lance, qu'il faut avoir un fil conducteur. Il faut pas, moi j'ai tendance je regarde évidemment comme tout le monde et je vois trop de fois en fait des publications un peu décousues. Il y a pas de fil conducteur, il y a pas d'histoire. Moi je pense que pour emmener les gens, il faut avoir un fil conducteur. Il faut avoir une histoire, il faut avoir, voilà, quelque chose de logique. Il faut pas, un post ci, un post par-là, je réouvre donc je recommunique, j'ai fermé pendant 3 mois, je mets plus rien. Il faut de la régularité, il faut, quelque chose de logique et puis il faut aussi une diversité au niveau des posts. Il faut de la vidéo. La vidéo, ça marche quand même très bien. Ça donne du concret, les gens ils aiment beaucoup. On a aujourd'hui, enfin, on consomme énormément les réseaux sociaux. On consomme aussi beaucoup de la vidéo, même en format réel assez bref, mais on consomme de la vidéo. Donc je dirais qu'il faut pas se cantonner à de la photo. Il faut aussi faire de la vidéo. Et ça, c'est l'exercice un peu le plus difficile, mais il faut le faire. Et un exercice aussi qui est souvent très difficile, c'est quand tu vas te lancer, le regard des gens. Qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Oui, c'est alors. Qu'est-ce que je dirais Parce là-dessus? il faut oser. Alors, Il faut ça, oser c'est. se montrer de plus en plus, se Oui. montrer quand ça va bien, se montrer quand Ah ça va oui, moins bien. bien sûr. Des jours on a bonne mine, des jours on a moins Oui. bonne mine, des jours Ah, c'est sûr. on a envie de parler, d'autres Oui. On n'a pas envie, mais on il faut n'a le pas faire. envie, mais il faut le faire quand même. Le regard des gens. Alors ça, c'est une très bonne remarque. En fait, il faut pas regarder le regard des gens. Enfin, il faut vivre pour soi. Il faut faire les choses comme ça nous plaît. Il faut pas regarder les gens. Moi, si j'avais j'avais écouté le regard des gens ou que j'avais donné de l'attention aux gens, mais j'aurais jamais fait chez Huguette. Personne n'y croyait. Même mon père, et pourtant c'est mon premier soutien évidemment, euh, il aurait pas. Il y avait des moments où il y croyait plus. Enfin, il m'a dit fais-le. T'as dit plusieurs fois, ma fille, t'es sûre de ce que tu fais? Non, parce qu'il est pas comme ça. Mais il y avait des moments où je savais pas trop si ça allait marcher quand même. Il me le disait pas évidemment parce que et de toute façon, j'avais pas de risque. Et comme on n'est pas des gens qui s'inquiètent du regard des gens, il me disait de toute façon, au pire, ça marche pas. Et exactement. Mais par contre, j'avais personne qui y croyait. Mais vraiment, quand je dis personne, c'est personne. Quand j'en parlais autour de moi, même à des proches, les gens, ils m'ont regardé, l'air de dire, mais il n'y a rien au village. Mais qu'est-ce que tu vas faire au village? Mais c'était vraiment... il fallait y croire, hein. Et j'ai eu... ouais, même des fois, je dirais pas que ça m'a blessée, mais ça m'énervait un peu, quoi. Parce que je voyais qu'en fait, les gens... mais au village, mais vraiment, mais il n'y a rien au village. Mais il n'y a personne au village. Mais qu'est-ce que tu vas faire au village? Et là, si t'es pas sûr de toi, que t'es pas sûr que tu veux tenter et que tu vas le faire, mais t'arrêtes de suite. T'arrêtes de suite. Le simple fait de le dire, que j'allais faire quelque chose au village, Est-ce que ça t'a pas nourri aussi? est-ce que ça m'a pas? Nourri. Le fait que personne n'y croit, des fois, ça peut nourrir. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça m'a donné envie, en tout cas, ça m'a donné envie de le faire. Et que ça marche. Alors ça, c'est sûr. Ça, par contre, c'est que ça m'a encore plus motivée. Ça m'a jamais découragée, ça m'a jamais fait me remettre en question. Je me suis jamais dit, ne le fais pas, mon Dieu, si ça marche pas, la honte et tout. Ça, pas du tout. Au contraire, effectivement, ça m'a plus dit, tu vas le faire et ça va marcher. Mais pas trop non plus, dans le sens où je me suis jamais mis la pression, en fait. Tu vois, je me suis jamais dit, faut vraiment que ça marche là, t'as pas le droit. Non, j'ai jamais été dans cet état d'esprit. Mais par contre, je me suis plus dit, ça va marcher et tu verras que ça aura marché. Mais vraiment, personne n'y croyait. Hein. Enfin, et même là, quand j'en parle, les gens me le disent, mais sans méchanceté. Ils me disent, mais vraiment, Noémie... Alors ça, c'est des gens, pour le coup, honnêtes et bienveillants. Et qui me le disent. Parce qu'après, il y a aussi ceux qui, malheureusement, peuvent avoir un peu de jalousie. Ça, c'est obligatoire. Mais ça, il y en a tout le temps. Et il faut s'en accommoder. On fera jamais l'unanimité. Il y aura toujours des gens qui seront pas satisfaits. Et il faut vivre avec. Et de toute façon, si j'avais pas fait ça, j'aurais été critiquée pour d'autres raisons. Donc, peu importe. Mais j'ai des gens très bienveillants, on en parlait encore hier, pardon, qui me disaient, mais moi, j'y aurais jamais cru. J'aurais jamais cru que ça marche, en fait. Mais quelque part, honnêtement, moi non plus. J'aurais jamais cru. J'aurais jamais cru que ça marche autant, en tout cas. Moi, je pensais qu'il y avait un potentiel sur juillet-août. Je me disais même, dans mes délires les plus fous, juin-septembre. Mais j'aurais jamais cru en dehors de cette plage-là. Même moi. Faire du vin chaud en octobre. Non, mais ça, non, mais ça, enfin, des marrons grillés au mois de février, enfin, ça, je l'aurais jamais cru, mais j'ai été moi-même surprise, du coup, donc j'en veux pas aux gens d'y avoir pas cru. Personne n'y croyait parce qu'il y avait rien, bon, voilà. En fait, moi, je pense qu'il faut pas se poser ces questions et que le regard des gens, mais ça, c'est ce qui freine beaucoup de personnes. Hein. Le regard des gens, ça freine beaucoup de personnes. La peur de l'échec, la peur du qu'en dira-t-on,
ça freine beaucoup. Et moi, j'ai été surprise de ça parce que l'été dernier, déjà, on voyait quand même que ça marchait. J'avais des gens extrêmement bienveillants qui me disaient, putain, quand même, t'as eu du courage. Moi, j'aurais jamais, si ça marche pas et tout. Je dis, mais et si ça marche pas, mais c'était quoi le problème si ça marche pas? Non, mais c'est pour ça, c'est important aussi que tu transmettes Ah oui. ça à ceux qui veulent se lancer, le regard des gens, ce genre de choses, parce que c'est pas évident. Non, le regard des gens, enfin, il faut pas vivre pour les gens, il faut vivre pour soi. De toute façon, on arrive tout seul, on part tout seul, on est de passage et il faut vivre pour soi. Et si on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Il faut pas attendre. Il faut pas attendre, déjà, ça c'est quelque chose d'important. Il faut pas attendre. Quand il y a une opportunité, il faut la saisir. Quand il y a une opportunité d'évolution, il faut la saisir. Il faut aussi pas trop se poser de questions quand parfois on n'est plus en phase avec un travail, avec des personnes et tout. Il faut, il faut aller là où notre raison et notre cœur nous dit d'aller. Il faut pas réfléchir de trop. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, mais il faut savoir s'écouter. Et je pense effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas. Et moi, c'est pas mon caractère, donc j'allais dire je comprends pas ça. Et en même temps, je peux comprendre, voilà, qu'en dira-t-on. Mais il faut pas s'arrêter à ça parce que sinon, on fait rien. Parle-nous un petit peu du village, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous écouter, et qui te connaissent ou qui peuvent connaître Mison. Oui. Donc, ils localisent, ils voient, il y a à peu près... Ils vont être tous, surtout Mison les Armands. Voilà. Mais il y a aussi des personnes qui vont nous écouter et qui ne connaissent pas du tout Mison, qui sont pas de la région. Oui. Et du coup, ça fait plusieurs minutes qu'on parle de ce fameux village. Donc, parle-nous du village, combien il y a d'habitants, pour vraiment, en fait, qu'on s'imprègne Mais de l'environnement et qu'on comprenne, en vrai, qu'est-ce que tu as créé dans un village où il n'y a pas beaucoup de personnes. Ok. Alors, donc, Mison, donc déjà, je localise pour ceux qui sont vraiment pas de la région. On est dans les Alpes d'Haute-Provence, donc dans le 04, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est au nord de Sisteron, entre Sisteron et La Ragne, qui est un petit peu moins connue. Sisteron, très jolie ville avec la citadelle. Bon, ben voilà, nous, on est un petit peu plus au nord, donc à 10 minutes au nord. Et Mison, c'est une très grande commune. En réalité, je crois que c'est la commune la plus vaste de... Je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est une commune très très vaste. Voilà. Très vaste, où on a du mal un peu à localiser le hameau principal. C'est pas comme Sisteron ou Ribier, enfin, c'est des villages alentours, parce que Mison, c'est très éclaté. Et il y a 3 hameaux principaux, les Armands, où il y a la mairie, quelques commerces, enfin, tous les commerces d'ailleurs, qui est en fait en bordure de la nationale, où tout le monde passe. C'est vraiment sur la route Grenoble-Marseille, donc c'est très 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 passant. Il y a Mison-la-Sille, dont on ne parle pas assez parce que c'est très charmant, qui est plutôt au sud de la commune, et il y a Mison-Village, bien sûr, le cœur de Mison. Donc Mison-Village, c'est un petit peu, quand on prend une photo de Mison, on prend toujours le village parce qu'il y a un château féodal du XIIe siècle, voilà, où il n'y a plus grand-chose, mais il a été réaménagé, il y a un très beau plateau au-dessus où on peut monter et admirer la vue du vieux village. Donc Mison-Village, c'est charmant. Et il y a de très belles balades autour d'ailleurs. Ah oui, mais énormément. De toute façon, j'ai un grand public vélo et marcheurs, voilà, il y a beaucoup à faire à Mison. Donc, Mison Village, enfin Mison, c'est Mison Village, n'est-ce pas? Bien qu'il n'y ait pas grand-chose. Ça a beaucoup de charme. Donc, c'est un vieux village autour du château féodal, vraiment très concentré. Combien il peut y avoir d'habitations? Je dirais une 50aine de maisons. Voilà. Vraiment dans le village. Après, quand on remonte au Romeyer, il y a quelques villas plus récentes. Mais dans le vieux Mison, on va dire, il y a une 50aine, peut-être un peu plus d'habitations. Beaucoup de résidences secondaires, mais des résidences secondaires qui sont en fait des propriétés de même famille depuis parfois 60 ans. Donc en fait, c'est des gens qui reviennent tous les ans depuis très très longtemps. Et à l'année, je sais pas combien on est, mais on n'est pas nombreux. On doit être peut-être mais on doit être peut-être 40-50 personnes à l'année. Donc c'est pas une grosse population, mais c'est une population. C'est un petit village, voilà, pour le coup, on est vraiment au milieu des terres, donc par le passé, c'était que des agriculteurs, dont ma famille faisait partie, mais pas que. Il y avait beaucoup d'autres familles d'agriculteurs, qui avaient des petits lopins de terre autour du vieux village. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une famille d'agriculteurs, donc c'est la mienne. C'est mon père qui travaille avec son frère, et qui sont avec des terres qui sont tout autour du vieux village de Mison. Et voilà, on a une population un peu de tout âge. On a des personnes âgées, mais aussi des personnes plus jeunes, voilà, des enfants. Et c'est un village qui est très charmant, où il y a du coup ce joli château à voir. On a un beau beffroi. D'ailleurs, je suis dans la rue du Beffroi. Donc il y a un joli beffroi. On a 2 belles fontaines, un vieux lavoir, un four banal et des petites rues avec des maisons vraiment, j'allais dire typiques, des maisons qui étaient souvent en fait par le passé, qui n'étaient pas des maisons, qui étaient surtout des granges, des bergeries, donc de pierre, avec vraiment des pierres du Buech, donc qui est la rivière qui passe au pied, et ça a beaucoup de charme. Et les personnes qui viennent visiter le village de Mison sont absolument fans, voilà, vraiment, parce que c'est resté dans son jus. C'est conservé comme
Bon, ça s'est un peu amélioré par rapport à l'époque de mon arrière-grand-père, évidemment. Et les maisons ont été un peu réhabilitées, mais ça a vraiment conservé son cachet et du coup, ça reste très charmant. Oui, complet, parce que moi, en plus, à titre perso, mes parents, ils avaient une maison là-bas qui est en investissement, et du coup, je connais très, très bien. Et c'est vrai que tu as des maisons un petit peu atypiques, qui Oui, sont restées dans son jus, les 2 belles fontaines. oui, C'est le beffroi et le château. c'est très sympa. Oui. Avant qu'on clôture l'épisode, du coup, pensez à liker la vidéo, à vous abonner. Donc, on est disponible sur YouTube, Spotify et Deezer. Je vais te laisser le mot de la fin, ta carte blanche. Si tu devais résumer en un mot ou en une phrase ta philosophie de vie. Ma philosophie de vie. Je dirais qu'il faut vivre passionnément et sans se préoccuper du regard des gens. Ok, ben merci Noémie d'être venue. Merci à toi de ton accueil. Et ben, rendez-vous tous chez Huguette.